Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché, chaque jour en direct sur Bismart, à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, pendant une heure, la grande édition à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés actions qui consolident dans le calme, à plat en Europe. Les indices actions en Europe évoluent assez peu en attendant l'ouverture de Wall Street tout à l'heure. On a accusé hier une petite baisse, mais le CAC 40 reste au-delà des 5650 points à ce stade, avec toujours un phénomène de marché qu'on va continuer d'observer et de décrypter, la remontée graduelle des taux longs aux États-Unis, avec un 10 ans américain qui atteint et dépasse même désormais le niveau de 1,15%, son plus haut niveau depuis la crise pandémique en mars dernier. Ça reste un niveau évidemment dans l'absolu très très faible, mais on était sur des niveaux encore plus bas il y a quelques semaines, à moins de 1%. On se retrouve à 1,15% désormais. Est-ce que le mouvement peut se prolonger? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce que les marchés intègrent derrière ce niveau de taux d'intérêt long terme aux États-Unis? On posera la question dans un instant au stratégiste de CPRM, Bastien Dreux, qui sera avec nous par téléphone. On évoquera également les sujets de long terme autour des dettes, la dette publique évidemment, mais la dette corporate, la dette d'entreprise, qui sera sans doute un des grands sujets de 2021. Ce sera l'année de la bataille des fonds propres, du renforcement des fonds propres des entreprises. Comment traiter cette dette de survie, cette dette Covid qui a été accumulée? C'est un sujet qu'on traitera avec Fabrizio Pagani, qui va nous accompagner en plateau pendant cette demi-heure, le responsable mondial de la stratégie de Musinic. Et puis parmi les phénomènes de marché qui sont toujours très suivis en ce moment, évidemment l'extrême volatilité sur le marché des crypto-devises, le Bitcoin étant l'emblème, le Bitcoin qui flirtait avec les 42 000 $ au plus haut ce week-end, il y a quelques jours à peine, qui est tombé hier autour de 30 000 $, donc une baisse assez rapide, intense, marquée comme souvent les mouvements du Bitcoin. Je ne sais pas si le Bitcoin est en bear market, en tout cas le Bitcoin a pas mal reflué, se stabilise autour de 36 000 $ à la mi-journée aujourd'hui. Avant d'accueillir mes invités, Tendance, mon ami, chaque jour pour débuter les éditions Smart Bourse, le résumé complet des infos de marché à mi-séance. Et c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Tendance hésitante sur l'indice parisien à la mi-journée, le CAC 40 qui oscille d'ailleurs entre les 5650 points et les 5680 points depuis le début de la séance. Une pause après la progression de l'indice la semaine dernière qui peut s'expliquer par l'attente de nouvelles importantes en fin de semaine, comme le discours de Joe Biden sur son projet de plan de relance jeudi, ainsi que le début de la saison des résultats aux États-Unis qui commencera jeudi également. Mais une pause sur l'indice parisien qui peut également trouver sa source dans la résurgence de cas de Covid-19 à travers le monde, avec notamment la nouvelle souche découverte au Royaume-Uni qui a désormais été identifiée aux États-Unis également, alors que le pays est toujours un des plus atteints par la pandémie. Plus de 375 000 décès sont en effet recensés dans le pays depuis le début donc de la pandémie. La Chine qui fait face de son côté également à un retour du virus, le pays qui décompte une centaine de personnes à nouveau contaminées par la Covid-19 qui seraient, selon les autorités chinoises, revenues dans le pays via des visiteurs étrangers ou des produits surgelés. La Chine qui a décidé de confiner 2 villes au sud de Pékin. Au-delà des inquiétudes sanitaires, les investisseurs suivent de près les procédures d'impeachment qui visent Donald Trump aux États-Unis. Les démocrates ont en effet voté hier au sein de la Chambre des représentants une résolution en vue de la destitution du président sortant. À la suite des récents événements au Capitole, ces derniers l'accusent d'avoir incité ses supporters à se rendre et à envahir le Capitole. Une première étape dans le processus qui nécessite encore d'être voté par le Sénat, cette fois-ci, à moins que le vice-président actuel ne déclare le président américain inapte, ce qui reste peu probable à une semaine de l'investiture de Joe Biden. Joe Biden qui doit d'ailleurs détailler son plan de relance ce jeudi, un plan de relance très attendu par les investisseurs alors que le pays a enregistré sa première destruction d'emplois depuis avril selon les chiffres officiels de vendredi dernier. Une perspective de relance qui permet d'ailleurs aux treasuries de passer la barre des 1% à 10 ans. Ils sont à la mi-journée aux alentours de 1,15. En France, rapidement, la croissance de 6% du PIB anticipé par le gouvernement reste un défi selon Bruno Le Maire qui rappelle que ce chiffre dépend notamment de la campagne de vaccination
vaccination, mais aussi de la reprise économique chez les grands partenaires européens de la France. Et si on regarde ce qui se passe du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, c'est aujourd'hui qu'entrent en application les nouveaux droits de douane voulus par les États-Unis à l'entrée de leur territoire pour un certain nombre de produits européens comme le vin français et allemand ainsi que plusieurs pièces détachées dans le secteur aéronautique. Une annonce qui pourrait avoir un impact sur des valeurs comme Airbus ou Pernod Ricard qui reculent légèrement à la mi-journée, mais aussi sur Rémy Cointreau qui pour l'heure reste dans le vert de son côté. Renault fait savoir que ses ventes mondiales ont chuté de 21,3% sur l'ensemble de l'année 2020. Un recul en lien direct avec la pandémie et la fermeture de ses sites pendant plusieurs semaines au printemps dernier. Le groupe, qui a vendu 2,95 millions de véhicules dans le monde l'année dernière, veut à présent redresser sa rentabilité en 2021 en délaissant notamment les segments les moins rentables. Renault qui anticipe également un rebond de 10 à 15% du marché automobile mondial en 2021. Et on notera également que Sodexo continue sa progression après des résultats meilleurs que prévus publiés la semaine dernière. JP Morgan passe de sous-performance à neutre sur le titre et relève son objectif de cours de 55 à 80 euros. Sodexo, dont le titre gagne près de 4% à la mi-journée. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Quelques mots sur la situation de marché avec Bastien Dreux qui nous rejoint par téléphone pour entamer cette édition de Smart Bourse à la mi-journée, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Le sujet qui nous intéresse, c'est le sujet des taux longs américains, le taux à 10 ans qui est une variable clé quand même sur les marchés, faut-il le rappeler, qui était à moins de 1% il y a encore quelques semaines, qui se retrouve à plus de 1,15% au moment où on se parle. Bastien, j'allais dire que la remontée n'est pas nouvelle, mais se prolonge. Qu'est-ce qui se joue à ce niveau de taux d'intérêt aux États-Unis, selon vous, Bastien ? Oui, c'est très clairement l'événement de ces dernières séances. On a un 10 ans là qui a pris quand même 25 points de base depuis le début de l'année, ce qui est quand même beaucoup. On a un taux 10 ans qui est à 1,16% ce matin, avec une assez forte pontification de la courbe. Et c'est très clairement la conséquence du basculement du Sénat américain du côté démocrate, ce qui va permettre à Joe Biden et Kamala Harris de mettre en place un nouveau plan de soutien budgétaire qui devrait comprendre le financement des collectivités locales, une extension de certains programmes d'assurance chômage, alors qu'il y a déjà eu un nouveau plan de soutien budgétaire de 900 milliards qui a été passé à la fin décembre. Donc on aura probablement assez rapidement ce nouveau plan de soutien budgétaire et peut-être un peu plus tard dans l'année un plan de relance budgétaire. Et tout ça, ça va faire exploser les émissions de titres du Trésor. Donc pour le moment, c'est encore très très difficile à chiffrer parce qu'on ne sait pas exactement quelle sera la taille du prochain plan de soutien budgétaire. Mais on pourrait très bien imaginer un déficit de 2021 qui approcherait les 3500 voire les 4000 milliards de dollars. Ce qui est vraiment très important. Et alors que la Fed, si elle continue son programme, ne devrait acheter que 960 milliards de titres du Trésor cette année. Donc on a 960 milliards d'achats de la part de la Fed pour des émissions, on va dire, entre 3 et 4 000 milliards cette année. Des achats de la Fed qui sont très très largement en dessous de ces achats très largement en dessous de ces émissions nettes, ce qui est complètement l'inverse de ce qui se passe en Europe où les achats de la BCE sont supérieurs aux émissions des différents États européens. Est-ce qu'il faut comprendre, Bastien, que plus les ambitions de relance aux États-Unis, plus les plans de soutien, les plans de relance seront importants, mieux ce sera pour l'économie réelle, ça c'est un point quand même important, mais plus ce sera un casse-tête pour la Réserve fédérale américaine ? Oui. Ça va devenir de plus en plus compliqué à tenir pour la position actuelle va être de plus en plus compliquée à tenir pour la Fed. Donc elle s'est installée dans une sorte de pilote automatique où elle achète 120 milliards de titres par mois, dont 80 milliards de titres du Trésor. On peut imaginer qu'il y aura des pressions finalement assez rapidement sur la Fed. Pourquoi ? Parce que actuellement, quel est le gros problème de l'économie américaine ?
en ce qui concerne la Fed, c'est quand même le marché du travail. Il y a 10 millions d'emplois qui sont encore manquants par rapport à avant la crise. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on va creuser un petit peu qu'est-ce que c'est ces emplois manquants. Sur ces 10 millions, il y en a quand même un tiers qui proviennent du secteur de l'hôtellerie-restauration. Hein. Ce secteur-là de hôtellerie-restauration a quand même supprimé un tiers de sa main-d'œuvre par rapport à avant la crise. Donc on peut imaginer que quand il y aura le déploiement du vaccin et une réouverture de l'économie, eh bien, on aura quand même des créations d'emplois dans ce secteur-là qui seront très importantes. Ouais. Puis aussi dans ces 10 millions d'emplois manquants, il y a quand même 1 million d'emplois gouvernementaux. Et là, c'est pareil, on a les emplois gouvernementaux qui ont baissé de 20% par rapport à avant la crise. C'est monumental. Et dès qu'on aura ce nouveau plan de soutien budgétaire, on aura très rapidement ce million de personnes qui reviendra travailler. Donc en fait, ce qu'on peut imaginer, c'est des créations d'emplois qui surprendront à la hausse, on va dire peut-être à partir du T2, à partir du moment où on aura eu le nouveau plan de soutien budgétaire, à partir du moment où on aura un déploiement du vaccin qui sera assez fort. Et à partir de là, il y aura quand même beaucoup de pression sur la Fed. On voit qu'il y a déjà des présidents de Fed régionales qui réclament un ralentissement des achats. Et je pense que ça deviendra plus... je pense pas que ce soit pour la semaine prochaine ni pour le mois prochain, mais je pense qu'à partir du T2, T3, on devra quand même avoir une pression sur la Fed qui sera quand même assez importante. Une pression dans quel sens, Bastien ? Une pression pour peut-être communiquer sur un ralentissement de son soutien à l'économie ? Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Au moment où il faudra financer des déficits plus importants que jamais. Exactement, oui. Donc on pourrait se retrouver avec une Fed qui ralentit ses achats. Donc encore une fois, c'est pas pour le mois prochain, c'est un peu plus tard dans l'année, alors que les émissions de titres du Trésor sont très importantes. Et je pense que c'est en bonne partie ça qui est en train d'être pricé par les marchés, avec des taux longs qui sont en train de remonter fortement. Je pense que c'est ça qui est pricé actuellement par les marchés. C'est l'histoire derrière ces taux à 10 ans américains à plus de 1,15% effectivement aujourd'hui, au moment où on se parle. Bastien, un mot juste de l'ambiance de marché. Bon, les marchés actions sont un peu en pause là depuis le début de la semaine, mais est-ce que l'idée reflationniste, justement, qui sous-tend la remontée des taux américains avec les plans de relance, est-ce que ça reste l'histoire de ce début d'année sur les marchés ? Ouais, très clairement, c'est l'histoire qui est en train de se jouer actuellement. Bon, je mentionnerai juste 3 points à ce niveau-là. C'est le fait qu'il y a quand même énormément d'épargne qui a été constituée en 2020 par les ménages américains, dont en bonne partie d'ailleurs par les ménages les plus aisés. On a écrit pas mal de documents là-dessus. Et cette épargne, elle sera mobilisée, elle sera utilisée en 2021 à partir du moment où on aura une réouverture de l'économie. Donc voilà, ça sera des pressions inflationnistes. Le deuxième point, c'est le stimulus budgétaire massif qui va venir encore soutenir les revenus des Américains et donc la consommation, qui évitera une dégradation trop marquée de la croissance potentielle américaine, voire qui pourra peut-être stimuler la croissance potentielle si on a des plans de relance budgétaires importants plus tard dans l'année. Puis après, ce qu'il ne faut pas non plus oublier, ce que tout le monde met un peu au second plan en ce moment, c'est le fait qu'on ait la Fed, puis peut-être bientôt la BCE, qui sont maintenant en average inflation targeting, qui toléreront peut-être plus longtemps un dépassement de l'inflation par rapport à sa cible. Et donc voilà, on a peut-être ça vient aussi contribuer à finalement cet environnement reflationniste sur les semaines qui arrivent. Merci beaucoup Bastien pour vos remarques, votre analyse de la situation de marché. Bastien Druck qui est avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Et c'est à présent Fabrizio Pagani qui m'accompagne en plateau, le responsable global mondial de la stratégie de Musinich. Bonjour et bienvenue Fabrizio. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. 2 sujets clés pour 2021, la dette, les dettes des entreprises et l'épargne des ménages. Sur la partie dette, alors bon, beaucoup de débats autour de la dette des États, un débat public aujourd'hui, mais je voulais qu'on se concentre avec vous sur la dette d'entreprise. Déjà, est-ce que l'idée d'une vague de défauts est derrière nous ou est-ce que c'est encore un sujet, un risque devant nous ? Et comment est-ce qu'on va traiter cette question de la dette corporate ?
accumulée par les entreprises en période pandémique, qui est souvent une dette de survie pour des entreprises. Ouais. Non, merci. Moi, je pense qu'on n'a pas encore une vraie visibilité sur l'état de l'économie et l'état des entreprises à la sortie du Covid. Peut-être on aura une idée un peu plus claire au fin du printemps. Il y a deux mécanismes de l'économie des marchés qui ne fonctionnent pas en ce moment. Celui du travail, parce qu'il y a beaucoup de programmes mis en place par les gouvernements pour, bien sûr, ne pas avoir du chômage ou pour garder les employés par les entreprises. Et l'autre, c'est celui du crédit, parce qu'avec les moratoria, les garanties, oui, les PGE, et ça, c'est partout en Europe, c'est pas seulement la France ou l'Italie. Partout en Europe, on a mis en place les mêmes programmes. Alors, ces deux mécanismes ne fonctionnent pas et ils ne nous disent pas comment est la vraie situation. C'est possible de penser qu'effectivement, il y aura une situation détériorée sur la balance sheet des entreprises. C'est à voir sur quelle entreprise, sur quelle taille d'entreprise, sur quel type d'entreprise. C'est bien possible que les entreprises les plus grandes, les plus exposées aux marchés internationaux, au marché des capitales, sortent mieux que les autres, et que vraiment les petites, les micro-entreprises et surtout les commerces seront dans une situation beaucoup plus stressée à la fin des programmes des gouvernements. Parfois, on discute sur la forme, la lettre de la reprise, non, le V, les W et tout ça. Il est passé. Moi, je suis pour la lettre K. Vous êtes dans le camp des K. Des K, oui. Je pense qu'il y a des entreprises qui vont et rentrent très bien. Pas nécessairement ceux qui, en ce moment, profitent du fait qu'il n'y a pas de transport ou qu'il y a beaucoup de digitalisation. Mais en général, il y a des entreprises qui étaient plus résilientes et qui y rentrent bien dans les futurs. Et il y a surtout les petits commerces qui auront des problèmes. Or, sur ça, c'est aussi un problème social, parce que les petits commerces font la vie de notre ville, surtout des villes de Provence, et sont présents dans les centres-villes, et ça fait un peu la texture de notre communauté. Bien sûr, on peut tirer le lien jusqu'à faire, effectivement, avoir un schéma qui soit avec des conséquences négatives pour les marchés, pour les investisseurs. Comment est-ce qu'on traite ce sujet, justement, de la dette des petites entreprises, en l'occurrence, qui font le tissu économique de nos pays aujourd'hui en Europe, Fabrizio? Qui est responsable, qui sera responsable demain de cette dette d'entreprise? Moi, je pense que les programmes des gouvernements, surtout pour les entreprises les plus petites, doivent rester en place jusqu'à ce que c'est nécessaire. D'accord. Ça doit être compris par les gouvernements. Il y a les grandes organisations internationales économiques qui les disent. Garder en place les programmes budgétaires d'expansion et de soutien. Il ne faut pas se retirer trop tôt, comme on a fait après la grande crise financière de 2009-2010. Deuxième chose, il faut regarder bien la réglementation des banques. Et faire ainsi que surtout les banques de proximité, les banques les plus proches du tissu économique plus petit, soient en gré de continuer à prêter. Pour les entreprises un peu plus grandes, des moyennes tailles et plus grands encore, il faut faire ainsi qu'ils facilitent l'accès au marché des capitaux. Et ça se lie très bien avec l'idée de l'épargne. Parce qu'on a vu une montée de l'épargne, une montée de la liquidité sur les concurrents. Une partie de la liquidité, c'est une liquidité des entreprises, mais une partie importante de cette liquidité, c'est la Banque centrale européenne qui nous l'a dit, est une liquidité des familles. Qui ont eu la possibilité d'épargner. Et il y a une partie des consommations qu'on ne pourra jamais répondre parce qu'on ne va pas au restaurant 3 fois par jour dès qu'il réouvre. Alors il faut faire quelque chose avec cette épargne. Et oui, non mais la question c'est comment est-ce qu'on incite les ménages à orienter leur épargne
vers quelque chose de productif, vers le soutien aux entreprises. Enfin, je veux dire, comment on oblige des ménages à aller prendre du risque dans un moment où peut-être ils n'ont pas envie de prendre de risque? Cette épargne accumulée, c'est peut-être involontaire. Peut-être qu'une partie de cette épargne est aussi volontaire et structurelle d'une certaine manière, Fabrizio. Est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en place de ce point de vue-là? Moi, oui, je suis convaincu qu'il faut mettre en place des programmes qui facilitent et qui donnent de bénéfices fiscaux pour l'épargne de longue durée. Donc un appel à l'épargne, des produits, des enveloppes, des incitations fiscales. Pour l'épargne de longue durée, 5 ans, ça me semble une bonne période dans laquelle l'épargne de famille est investie dans l'économie réelle. Il y a plusieurs formes, chaque pays peut choisir la sienne, mais effectivement, ça je pense que c'est un peu si vous voulez, aussi à la frontière de l'épargne privée, parce que ça, c'était un privilège que seulement les grandes fortunes avaient, d'investir dans l'économie réelle. Oui. Maintenant, je pense qu'il y a une maturité, une certaine aussi prise de conscience qu'on peut même amener avec tous les cautions du cas, avec toutes les règles nécessaires, bien sûr, la MiFID et tout ça, mais amener aussi les ménages vers ces types de solutions. Oui, ça veut dire que l'épargne du particulier lambda doit pouvoir s'investir de manière plus spécifique à travers des produits qui étaient des produits réservés à des clients avec de grandes surfaces patrimoniales. Je pense au private equity ou des classes d'actifs que les particuliers avaient du mal à accéder. Exactement. Private equity, private debt, infrastructure, immobilier, tout ça, qui effectivement dans les passés étaient réservés seulement aux grandes fortunes. Et là, il y a vraiment des passerelles à créer. Alors, je ne sais pas, sur le marché français, sur le marché italien ou ailleurs, des marchés que vous connaissez bien, Fabrizio. On n'a pas encore tout essayé en matière de produits, d'enveloppes, de fiscalité. Il y a encore des passerelles à créer. On peut améliorer le système. Oui, en Italie, on a créé des mécanismes de ce type. Il y a encore un peu les marchés et les particuliers qui doivent comprendre ces types de produits qui sont nouveaux. Il faut un peu de temps. Mais je pense que ça, c'est un peu aussi les futurs, les développements futurs de l'épargne. C'est une chose qui a encore besoin d'être compris jusqu'au fond. Plus globalement, comment vous regardez la situation européenne aujourd'hui, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sanitaire, bien sûr, ce sont les 3 plans qui nous intéressent ici, Fabrizio. Et puis cette question, est-ce que l'Europe, à travers des avancées budgétaires, à travers la gestion du Brexit, pendant cette crise sanitaire, est-ce que l'Europe sortira renforcée de cette crise ? Ou est-ce que les fragilités structurelles de l'Europe risquent de revenir sur le devant de la scène assez rapidement ? Moi, je n'ai aucun doute que l'année passée, le 2020, a été une grande année pour l'Europe. Avec les plans de relance, je pense qu'on a fait vraiment des pas en avant énormes. Ça a été un moment qui a cassé des tabous. Les premiers tabous, bien sûr, c'est celui de la dette commune. Parce que maintenant, on aura la Commission européenne qui va émettre de la dette, mais d'une façon très, très importante. On dit qu'on a un sujet émetteur aussi grand que l'Espagne. Le deuxième tabou, c'est celui des transferts. Parce que les transferts, il y avait des transferts de Bruxelles aux régions pour les fonds structurels, mais ici, c'est des transferts de Bruxelles aux pays pour des plans nationaux. Et ça c'est aussi très important. Alors, aussi dans l'opinion publique, la vision et la perception de l'Union européenne s'est beaucoup renforcée. On a une très bonne perception de cette commission qui a effectivement été à l'auteur du défi. Maintenant, bien sûr, c'est au pays de mettre en place les instruments que l'Union européenne a créés, comme les fonds de relance. Et ça, c'est un défi. Et il y aura vraiment une attention et un examen aussi très
très proche des capacités d'implémentation des différents pays. Autrement dit, Fabrizio, le risque d'exécution est tellement grand qu'il pourrait peut-être annihiler, ou en partie en tout cas, les bénéfices politiques issus de cette mise en commun des ressources. Absolument. Ouais. Surtout pour les pays qui ont des fragilités structurelles plus fortes. Je pense à l'Italie, les pays comme les pays du Sud qui ont parfois des difficultés à dépenser l'argent qui vient de Bruxelles, qui n'ont pas un bon track record sur les fonds structurels. Et tout ça, c'est un défi pour les administrations. Mais les plans de relance, ça doit servir aussi à ça, à réformer l'administration. Les plans de relance, il faut comprendre très bien, c'est la communion entre deux choses, les réformes et les investissements. Et les deux choses se tiennent d'une façon très, très, très étroite. Bon, coordonner la relance, bien exécuter la relance. Vous avez évoqué également le point qui est repris par beaucoup d'institutions internationales aujourd'hui, l'OCDE en dernier, qui est de dire, attention, ne relâchez pas de complaisance, ne relâchez pas les efforts monétaires pour les banques centrales, il n'y a pas trop de doute, ne relâchez pas les efforts budgétaires pour les États. Ça veut dire que le risque existe, Fabrizio. Si on est obligé de préciser ce point-là, est-ce que le risque existe encore plus particulièrement en Europe ? Effectivement, les déficits ont été une manière de traiter cette crise. Les déficits ne sont plus un problème, nous disent certains économistes. Est-ce que sur le plan politique en Europe, c'est vrai également ? Est-ce que le consensus est solide de ce point de vue-là ? Ou est-ce que, à travers l'année européenne qui va se dérouler, des élections en Allemagne à l'automne prochain, le semestre européen qui permet de remettre sur la table les questions de trajectoire de finances publiques, est-ce que le sujet quand même de l'endettement et du traitement de la dette des États va redevenir un sujet de crispation en Europe ? Oui, les risques existent pour deux raisons. Parce qu'on a eu l'expérience de la grande crise Lehman et subprime, dans laquelle, effectivement, surtout en Europe, on est rentré et on a consolidé trop tôt. Oui. Et ça, c'est clair. Et les économistes sont plus ou moins tout d'accord sur ça. Et le deuxième risque est effectivement, parce que et ça c'est une vraie crainte, c'est une vraie préoccupation, que les déficits et la dette montent, et en train de monter d'une façon très, très importante. Et il y a des pays, encore une fois comme l'Italie, qui étaient déjà très endettés, et maintenant ils ont une dette, une relation de GDP et dette de 160%, qui est vraiment impressionnant. Il faut trouver la juste relation pour faire ainsi que les politiques de soutien et de relance restent en place et en même temps faire ainsi que cette dette reste soutenable. Moi, je pense que il faut mettre l'attention plus sur la soutenabilité de la dette qu'est sur les stocks. Parce que faire diminuer le stock, c'est très difficile en ces moments. C'est presque impossible. Il n'y a aucun gouvernement qui peut vraiment s'engager en ce sens et c'est inutile d'insister sur ça. Alors, les nouvelles règles européennes, parce que vous savez que les règles européennes sur les pactes de stabilité et croissance sont suspendues, doivent plutôt se concentrer sur des programmes qui assurent la soutenabilité de la dette, c'est-à-dire, par exemple, la croissance vis-à-vis les taux d'intérêt qu'on paye. Vous êtes confiant dans l'idée que les règles européennes de demain seront plus adaptées à la situation budgétaire aujourd'hui ? Moi, je pense qu'on a une commission européenne très capable et des États nationaux qui sont plus mûrs vis-à-vis les passés. Et je pense effectivement qu'on arrivera à des règles plus, comment dirais-je, plus adapté, comme vous avez dit. Merci pour ces mots choisis, Fabrizio Pagani, qui était avec nous à la mi-journée, invité de Smart Bourse sur Bismart, le responsable mondial de la stratégie de Musinich.